Messieurs les deux présidents de cette séance, mes chers confrères, mesdames, messieurs, bonjour et merci de me redonner l'opportunité de pouvoir partager avec vous nos problèmes. Nous, on a une particularité, on est à la fois l'usager, l'intermediate user et finalement, en fait, le end user à un moment donné, même si le vrai end user, c'est la personne qui est dans ce topo plutôt personne âgée, mais on verra un petit mot sur l'autonomie et le handicap. Je vais vous donner un petit peu la synthèse que l'on peut faire au SAMU des Hauts-de-Seine après avoir eu la chance d'opérer un système de téléassistance mis en place depuis 1987. Et l'expérience que je partage avec vous aujourd'hui, elle est donc héritière de ces quelques points que je vous présente, qui sont une téléassistance qu'on opère depuis 1987, qui s'appelait Biotel à l'époque, qui s'appelle maintenant Serenitis pour d'autres raisons. Quelques mots, mais je pense qu'on n'aura pas beaucoup de temps, sur la partie téléassistance dans le handicap qu'on a essayé de développer et où on a eu tout de même de gros soucis dessus. Quelques mots, ou tout au moins héritiers de quelques projets de recherche et de développement qu'on a partagés dans le domaine de financement de l'Union européenne et puis de l'ANR. Tout ça dans le contexte du SAMU des Hauts-de-Seine et donc de la problématique qui est la mienne de l'urgence. Je vous parlerai un peu de la prévention, parce que c'est sûr que plus la prévention est importante, mieux nous on est contents, mais on est plutôt nous dans la partie de détection des incidents que de la prévention elle-même. Donc la téléassistance, vous la connaissez tous, elle n'a pas vraiment beaucoup bougé dans sa partie commercialisée réellement dans la vraie vie, hein, et pas dans la recherche, mais dans la vraie vie. On est toujours dans le médaillon ou dans la montre, on est toujours dans un déclenchement, on est toujours dans du RTC et maintenant dans des box, et on est toujours dans une solution de serveur qui vous fait remonter la fiche d'un malade. Alors, quand on essaye d'avoir une vue sur ce que nous, on perçoit et sur ce qu'on voit comme analyse des données, et si on oublie les interphonies qui ne génèrent pas d'envoi de moyens, parce que c'est principalement du dialogue et de la convivialité, on s'aperçoit que la majorité des déplacements, c'est du parrainage, c'est-à-dire une tierce personne, un aidant qui n'est pas sur place, et que nous, on envoie soit pour une levée de doute, soit pour une chute. Hein. Ça représente principalement, on va le voir, les quelques éléments. Le gros tiers qui est à gauche, et qui est finalement de la ressource affinée, et n'est pas majoritaire, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas importante, mais elle n'est pas majoritaire. Et la partie de SAMU, vous la voyez sur le camembert, elle est in fine très faible, elle est inférieure à 3%. Si on va un peu plus loin, si on regarde dans la cause de déplacement, on a un gros tiers de déplacement que je nommerais, c'est pas malveillant, mais que je nommerais d'inutile. Le sociologue ne va pas être d'accord, et je le comprends. Je dis inutile de mon point de vue à moi, puisque ça ne nécessite pas une intervention avec une main-d'œuvre sur place. En fait, c'est soit des problèmes d'audition, les gens n'ont pas entendu, on envoie, soit des problèmes de fausse détresse annoncée, où finalement la seule recherche, c'est de la convivialité, ils veulent voir quelqu'un, et comme ils n'auront personne, s'ils le disent sous la forme « je veux voir quelqu'un », eh bien, ils somatisent un problème. Dans les causes médicales, la grande majorité, c'est bien sûr la chute, mais vous voyez tout de même que dans la partie gauche du camembert, on n'échappe pas à un certain nombre de pathologies qui sont pas aussi graves qu'on l'imagine, sachant que ne sont pas là-dedans les gens qui sont morts malgré nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appelé et ils sont morts tout de même. Et c'est tout de même la première cause de débranchement des systèmes avant le placement. Alors si on résume tout ça, on en est aujourd'hui à des systèmes commercialisés qui ont des points faibles et des points forts. Alors je vais être désagréable, je vais commencer par les points faibles, puis après sur la partie droite de la diapo, gauche pour nous, eh bien, on verra ce qui marche bien. Le point faible, c'est le faible nombre de raccordés en France. On ne va pas revenir dessus, c'est connu. On est dans un système un peu compliqué qui explique probablement le faible nombre de gens raccordés. Or, pour nous, on estime tout de même que toutes les transmissions de données qu'on peut espérer, on va y venir après, greffées pour qu'on ait des données supplémentaires, elles se font sur la base de ces systèmes existants. Donc, tant qu'on a quelques centaines de milliers d'abonnés en France sur un marché qui pourrait, et on le voit en Grande-Bretagne, en comporter beaucoup plus, clairement, on dit ils ne sont pas nombreux à être accordés. Alors, l'autre problème, c'est le modèle français, qui est un modèle basé sur des téléassistances publiques, principalement départementales, de départements qui font des appels d'offres, dans lequel répondent des sociétés, je ne vais pas revenir trop dessus, mais tout de même, à des prix qui défient tellement toute concurrence. Eh bien, pour 6 €, qui est le dernier appel d'offres qui a été remporté par une société dont je ne vous donnerai pas le nom,
honnêtement, d'un point de vue de qualité de service, pour 6 €, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et on répond oui/non par l'envoi d'un moyen et on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Ça explique principalement le gap qu'il y a entre la recherche qui développe des produits et l'implémentation de ces produits qui n'est pas réalisable sur un grand marché parce qu'à 6 € par mois, pour un seuil estimé rentable correct de 20, on fait du chiffre, mais on ne fait pas clairement de la qualité. Le quatrième problème, c'est les levées de doute qui nous posent des problèmes, puisque quand on ne sait pas, on envoie, et que quand on envoie, soit c'est gratuit parce que c'est un parrain, et un parrain, ça se lasse, pas uniquement parce que c'est gratuit, mais ça se lasse, ou alors on envoie des systèmes qui n'existent pas, parce qu'ils ne sont pas financés, ou on envoie des pompiers qui ne sont pas contents parce qu'ils prétendent que ce n'est pas leur travail. Donc là, on a un vrai manque, et c'est pour ça que nous, on cherche à affiner les déclenchements par un certain nombre de capteurs. Enfin, le dernier problème, c'est ce coût. Je vous l'ai dit, le coût des déplacements inutiles. Les pompiers en province, quand on leur demande un relevage de personnes ou une levée de doute, facturent entre 90 et 120 €, ce qui pose tout de même un vrai problème, parce qu'in fine, qui paye? Alors à côté de ça, il y a des points qui sont largement positifs, mais on va les faire vite, parce que nous, en tant que médecins, on est toujours très critiques. On a montré avec la canicule que clairement les gens qui étaient raccordés par des systèmes que l'on décrit là étaient beaucoup plus protégés que les autres. Nous, SAMU, on intervient de moins en moins pour des grandes misères physiologiques qu'on voyait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Mamie étant tombée dans sa salle de bain, restée derrière la porte pendant plusieurs jours, ça a disparu de nos écrans et on est fort content. Le bénéfice d'une téléassistance médicalisée comme on l'a nous, c'est-à-dire de mettre des médecins pour répondre en frontal si le besoin s'en fait sentir, il est faible puisqu'il est de l'ordre de 2,2, mais il existe tout de même et on a l'impression que de mettre des médecins dans les systèmes, c'est tout de même structurant pour la boîte de téléassistance. Et puis enfin, malgré tout, l'envoi de moyens reste tout de même faible par rapport à l'ensemble des appels qui sont plus du dialogue. Alors nous, notre problématique aujourd'hui, c'est de discriminer. Et si on veut mieux discriminer, c'est pour déceler les complications ou prévenir. Je vous ai dit que le socle nous semblait être des systèmes de téléassistance et que nous, derrière, on cherche à développer des capteurs qui sont pertinents. On dit que la voix continue à être indispensable et on se dit de plus en plus que finalement, la visualisation de ce qui se passe sur place, c'est une valeur ajoutée. Horrible tableau que je vous présente là, mais on va le passer vite. On a essayé de travailler sur ce qui nous semblait pertinent en prenant l'équivalent d'une échelle de la douleur qui, chez nous, est de 1 à 10. 1, vous avez pas mal, 10, vous avez mal. Vous savez que les médecins utilisent ces systèmes-là pour coter le ressenti, puisque c'est quelqu'un qui dit qu'il a mal, c'est jamais reproductible d'une personne à l'autre. Donc on cote, et en fonction des réponses, on sait très bien qu'au-dessus de 6, on passe au morphinique, et en dessous de 3, etc. On a essayé de faire pareil de 1 à 4 sur ce qui nous semblait pertinent parmi un certain nombre de paramètres à mesurer en fonction des pathologies. On a coté, et finalement, on arrive à un tableau de pertinence des capteurs, qui est celui-ci, en fonction des pathologies principales, qui peuvent être, je ne vais pas dire télésurveillées parce que c'est horrible, mais qui peuvent nous donner tout de même des renseignements discriminants. Alors, sans gros entrer dans le détail, on trouve diabète, asthme. Asthme, on le trouve depuis très longtemps parce qu'on sait bien comment ça se surveille. Hypertension, bien sûr, encore qu'il faut que les tensiomètres donnent des chiffres reproductibles. Et on sait que les tensiomètres qui sont mis sur les poignets, on a de gros doutes sur la qualité et la reproductibilité des résultats. Les maladies cardiovasculaires, les syndromes coronariens aigus et les troubles du rythme par transmission d'électro. L'AVC, oui, avec risque de chute. Le Parkinson, pareil. L'Alzheimer, c'est un point un petit peu particulier puisque ça donne déjà lieu à des solutions. Toute la partie traumatologique. Et puis, un problème important qui est l'observance ou la non-observance des traitements médicamenteux qui donne énormément d'effets secondaires, ne serait-ce que par 2 comprimés de bêta-bloquants au lieu d'1 chez une personne âgée. Et nous, on le voit en SAMU toute la journée. Et donc, dans l'autre colonne, il y a les capteurs pertinents qui vont en face. Et quand on fait de la recherche, et depuis une dizaine d'années, on en fait avec vous régulièrement, on trouve les solutions dans la recherche. Et quand on va sur le terrain, eh ben, on ne les voit pas. Donc, alors voilà, en résumant, on est sur ce type de capteurs pertinents. Alors, on a testé, par exemple, un certain nombre de capteurs, dont des capteurs du commerce, et c'est pour vous dire qu'il y a un gap
entre la recherche et ce qu'on trouve sur les étagères dans le commerce. On a abonné par erreur. Je dis par erreur parce qu'en fait, un des commerciaux du système s'est mis à vendre, sans nous le dire, des capteurs de chute. Et on a vu arriver des alertes de chute. Et donc, pour vous donner une idée, sur 37 abonnés, 810 déclenchements qui ont lieu en 2007 entre le juillet et novembre, nous avons eu 100% d'erreurs. Donc, un produit qui donne 100% d'erreurs, alors c'est sûr, c'est des erreurs par défaut, on est content, heureusement, mais enfin tout de même, clairement, ça n'apporte rien, sauf aux fabricants et aux diffuseurs de les vendre. Mais ça existe. Bon. La transmission de l'électrocardiogramme qui fonctionne parfaitement bien dans certains pays, elle fonctionne sous deux aspects, un D2 long qui permet de voir des troubles du rythme et puis des 12 dérivations. Elle n'a jamais réussi à fonctionner correctement en France sur une grande échelle. On va pas revenir dessus, pour plein de raisons, et notamment des raisons de budget, c'est-à-dire qui paye quoi. Dans une société où on est habitué en Europe à ce que les soins soient gratuits, on n'imagine pas qu'un système de prévention puisse être payant, puisqu'il n'est pas pris en charge par une structure d'assurance. Donc on se mord la queue autour de 2-3 sociétés, une qui est très ancienne, quelques-unes qui viennent d'être créées. Il y a un marché qui est en train d'apparaître, qui est celui de la médecine du travail, parce que oui, le médecin du travail ne sait pas bien lire les électrodes, donc il les recueille, ensuite il les transmet à une société qui les centralise et qui les examine, mais enfin, on n'est pas dans le temps réel. Et puis le PeakFlow existe depuis très longtemps, les Israéliens transmettent tout ça. Quelques mots très rapidement pour vous montrer les difficultés de réalisation. Je vais passer très vite. En haut à gauche, c'est ce qu'on espérait faire sur un projet européen. Il y a déjà un bout de temps, je le reconnais, c'est-à-dire une montre qui nous permettait de transmettre à une centrale de réception le pouls, la saturation en oxygène, la pression artérielle et un électrocardiogramme avec une seule dérivation. On a, nous, été chargés de l'évaluation et de la comparaison des capteurs. Et je vous passe, ça c'est ce qu'on espérait avoir. Et au cours des tests, ça c'est ce qu'on a eu. Et on n'a pas dépassé cette modélisation-là pour des problèmes sur lesquels je ne vais pas rentrer parce qu'on va dépasser, mais qui montrent bien que dès qu'on veut industrialiser un produit, on n'y arrive pas. On fait un proto, on fait une V1, une V2, un proto, et puis on a du mal à dépasser. Alors, je vais terminer sur la problématique de l'image, qui est peu utilisée et qui pose un certain nombre de problèmes, et principalement avec nous l'idée de faire de la levée de doute. C'est-à-dire d'éviter, le sociologue va encore me tomber dessus, d'éviter des envois inutiles, que moi je juge inutiles et que lui ne les juge pas sous cette forme-là, bien sûr, mais tout de même les ressources étant rares. Donc la finalité, c'est un robot. On s'est demandé comment on pouvait tester ce robot qui était hérité du projet Covadis. Et on s'est dit qu'une bonne façon de l'évaluer, puisqu'on ne pouvait pas le faire sur des grandes quantités de personnes, était d'évaluer la satisfaction des opérateurs. Et on a pris pour ça des opérateurs de notre téléassistance, habitués à opérer de la voix et puis des fichiers. On les a mis en situation de piloter à distance avec l'interface ce robot. Et on a mis un de nos collaborateurs en situation de ces 4 scénarios différents: interruption volontaire du système, déclenchement volontaire de l'alarme, chute par terre, ou trouble du rythme, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le capteur de pouls qui était développé sur la même plateforme, qui permet de déclencher. Alors, je ne vous montre pas tout, parce que d'abord, on va manquer de temps, et puis parce que c'est un peu long. Mais grosso modo, on a réussi à mesurer la satisfaction globale, donc de cet usager, et puis on a découpé et on a segmenté les temps. C'est-à-dire le temps mis pour la détection de l'événement, le temps mis pour la manipulation du robot qui se déplace, qui est un peu long, et le temps mis à la prise de décision. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, c'est long. Hein, les films de cinéma où on vous montre l'ambulance qui part et qui arrive, c'est pas vrai. Les temps de décision et de réflexion sont par eux-mêmes longs. On aboutit donc à quelque chose qui est une durée moyenne de 4 minutes 24. Et on s'est dit que c'était long. On l'a tout de même comparé, cette durée, à l'intervention d'un parrain. Quand on envoie un parrain pour une levée de doute, in fine, on a pris des cas témoins et on a trouvé en fait des limites de 7 à 11 minutes
sur ces 4 témoins qu'on a fait sur quelques jours. Et on s'aperçoit donc que dans tous les cas, on évite un déplacement, et que 2-4 minutes, c'est tout de même la moitié de ce que, voire moins, de ce qu'aurait pris un parrain pour se déplacer. Alors il reste plein de questions à poser. Les problèmes de coût qui sont tout de même pas négligeables. L'acceptation des personnes âgées qu'on n'a absolument pas testées, parce que c'est sûr que le collaborateur chez nous, il a accepté sans problème. Et puis la faisabilité et la reproductibilité sur plusieurs personnes, sachant que le coût, si je ne me trompe, est de l'ordre de 10 000 €, mais Jérôme me corrigera, par robot actuellement, ce qui fait, enfin vous imaginez, hein, ce qui montre bien le gap entre la partie recherche et la partie d'implémentation. À la rigueur, dans des établissements de soins, ça ne me semble pas une bonne idée, parce que, et là je pense que le sociologue va m'appuyer, ça permettra simplement à l'établissement de soins de payer un peu moins de personnel pour s'occuper de ces gens. Donc, à mon avis, ce n'est pas la bonne solution. Alors, il n'y a pas vraiment de conclusion réelle. Je voudrais simplement vous montrer, si j'arrive à le trouver, ce que fait ce petit robot pour se déplacer. Le voilà. Donc, il n'avance pas vite, ceci explique un petit peu le pourquoi du comment, mais il permet d'avoir une bonne visualisation sur cette simulation de chute qu'on avait fait à cet endroit-là. Et la lenteur explique les 4 minutes, mais à mon avis, c'est tout de même une bonne piste pour le futur quand on aura réussi à abaisser les coûts de production. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions.